Bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver après ces quelques essais infructueux. Voilà, ce soir nous allons parler des périodes sensibles, une des grandes découvertes de Maria Montessori. Pardon. Ce live fait partie d'un ensemble de 3 lives qui a pour but de vraiment de vous faire comprendre ce que les enfants ont révélé à Maria Montessori et comment ces révélations vont induire des changements de posture pour tous les adultes qui auront intégré ces connaissances. Voilà, nous irons jusqu'à rechercher ensemble quelle modification de posture cela implique. Ces lives sont proposés par l'association Ensemble Toi et Moi qui, cette année 2023 et sûrement sur 2024, a un très grand projet qui est de construire une école au Sénégal pour pouvoir permettre à l'école Montessori qui a été créée en octobre 2022 de rester pérenne et que cette école devienne à terme un centre de formation. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à retrouver tous les éléments sur le site Ensemble Toi et Moi. Nous avons vu que déjà le maître intérieur et l'esprit absorbant, nous allons revenir un petit peu sur ces deux grandes découvertes. Et aujourd'hui, un grand morceau nous attend qui sont les périodes sensibles. Faire sienne une des découvertes de Maria Montessori, donc les périodes sensibles. Mais avant de parler des périodes sensibles, nous allons revenir sur le premier live qui est la définition. Nous avons abordé le maître intérieur et on va revenir sur la définition parce que déjà là, nous avions une introduction aux périodes sensibles. C'est là que s'enracine le préjugé selon lequel la vie de l'enfant ne peut être modifiée ou améliorée que par l'enseignement. Or, ce préjugé empêche de voir le fait que l'enfant se construit par lui-même, qu'il a en dedans de lui un maître qui lui-même a un programme et une technique éducative. Et que si nous connaissons ce maître inconnu, nous pouvons avoir le privilège et le bonheur de devenir ses fidèles serviteurs en l'aidant comme de bons collaborateurs. Donc on a déjà vu le maître intérieur, c'est le chef d'orchestre. Nous avons déjà vu les techniques éducatives qui est entre autres l'esprit absorbant. Et aujourd'hui nous allons parler plutôt du programme. Le programme, c'est en fait l'ensemble des étapes que va devoir franchir l'enfant pour acquérir tout ce qui lui est nécessaire pour devenir l'adulte qu'il doit devenir. Alors, qu'imaginez-vous derrière ces mots, les périodes sensibles ? Je vais attendre un petit peu qu'il y ait des réactions. Déjà, dans ce vocabulaire, il y a deux notions. La notion de période et la notion de sensible.
derrière période, vous avez raison, il y a une notion de temps. Hein, ça veut dire que si c'est une période, c'est un temps défini. On est bien d'accord qu'une période, c'est un moment particulier. Et qu'est-ce que voudrait dire alors sensible? Les périodes sensibles. Alors, une période à court terme et sensible difficulté. Alors, oui, c'est une période, on va voir un petit peu après que le court terme est plus ou moins vrai selon les périodes sensibles. Hein. Elle peut être plus ou moins longue, hein, puisqu'elle peut s'étaler sur plusieurs années. Et elle peut être beaucoup plus courte pour certaines périodes sensibles. Alors, sensible, difficulté ou délicat. Alors, ce n'est pas la sensibilité émotionnelle. Ce mot-là de sensibilité, on a souvent tendance à l'associer à une sensibilité émotionnelle. Là, c'est une sensibilité de tout son être, c'est-à-dire que c'est pas des difficultés justement, c'est une attirance vers quelque chose. Il est sensible à. Je sais pas, quand vous dites par exemple je suis sensible à cette odeur, c'est le contraire de l'indifférence. Si vous êtes sensible à un bruit, à une mélodie, c'est qu'elle résonne en vous quelque part. Et bien, les périodes sensibles, c'est des moments où pour l'enfant, ce qui est important est vraiment quelque chose de très précis. Nous allons voir cette précision, mais voilà, les périodes sensibles, c'est un moment où l'enfant est particulièrement attiré, attaché à ou un objet ou à une découverte. Nous allons découvrir les différentes périodes sensibles. La première, et qui, elle, va durer longtemps et qui est très importante, c'est la période sensible de l'ordre. On parlera après celle du raffinement du mouvement, puis le raffinement sensoriel, le langage, les petits objets et du développement social. L'ordre, on va s'arrêter un petit peu sur celui-là, sur cette période sensible, parce qu'elle est vraiment celle qui va construire l'intelligence de l'enfant, son ordre intérieur. Pour vous donner quelques exemples, un enfant de quelques mois qui était gardé dans une maison. À cette époque-là, il y avait dans la maison une nurserie, donc un endroit particulier, un cocon où très peu de monde avait accès, où le nombre d'adultes que l'enfant voyait était très restreint. Dans cet endroit, cet enfant, il y a une invitée qui rentre et elle pose son parapluie sur la table. Et l'enfant pleure. Tout le monde autour se demande pourquoi il pleure. Et un des parents qui avait été sensibilisé aux découvertes de Maria Montessori suggère d'aller ranger ce parapluie à sa place. Et immédiatement, l'enfant arrête de pleurer. Cet exemple est très puissant parce qu'on se rend compte que l'ordre, il est très tôt une nécessité pour l'enfant. Et moi j'ai compris cette puissance quand j'ai imaginé que l'enfant ne part de rien. Il va se construire qu'avec ce qu'il a autour de lui. Et vous, quand vous arrivez dans un environnement nouveau, enfin nous, adultes, la première chose qu'on fait, c'est d'essayer de comparer et de mettre dans des cases pour mettre de l'ordre, pour pouvoir comprendre le monde. Vous allez essayer de comparer la façon dont ce comportement que vous ne connaissiez pas, auquel il se rapproche le plus dans ce que vous connaissez, pour pouvoir le mettre dans la même case. Ça, c'est de l'ordre. Hein. Notre cerveau
passe sa vie à ranger. Et pour ranger, il faut de l'ordre. Et cette construction se fait pour l'enfant à cet âge-là par l'ordre extérieur. C'est très important de comprendre que vraiment, cette période sensible qui commence à la naissance et qui va finir vers 3-4 ans, au maximum 6 ans, elle est très importante. Dans ma classe, par exemple, c'est rigolo, il y a des enfants, il y a un matériel où il y a des clés, puisque c'est ouvrir et fermer des cadenas. Okay. Mais il y a un autre matériel où on peut être amené à mettre des clés, qui est un matériel de langage, où on fait travailler les sons. Donc, si on met une clé dans ce matériel et qu'à un moment donné on ne la retrouve plus, on ne va pas beaucoup chercher. On va aller chercher directement dans le matériel ouvrir et fermer des cadenas. Il y a de fortes chances qu'on retrouve cette clé. Parce que l'enfant de 3 ans va l'avoir remis là où pour lui il est logique qu'une clé se range, c'est-à-dire avec les clés des cadenas. Et on est à peu près sûr que ce sera un enfant de 3-4 ans. Ceux de 6 ans de la classe ont déjà perdu cet ordre, on dirait presque pour un adulte maniaque, voilà, où il est vraiment nécessaire pour lui, pour se construire, d'avoir tout dans l'ordre. Ça lui apporte une sécurité. C'est vraiment important qu'on comprenne à quoi sert cet ordre. Si vous retrouvez toujours les choses au même endroit, quand vous êtes en pleine construction, c'est rassurant. Donc vraiment, l'enfant va se sentir en sécurité dans ce lieu, parce que tout est toujours au même endroit. Donc nous, adultes, ça va nous demander des efforts, plus ou moins selon notre propre construction intérieure, mais ça va se faire, il faut qu'on comprenne qu'on le fait pour faciliter son ordre intérieur. Et que cette construction, elle est très importante parce que c'est la construction aussi de la pensée logique. De la pensée logique qui va amener à l'abstraction, et de l'abstraction va amener à l'esprit de mathématiques. Donc vous comprenez bien que l'ordre n'est pas l'ordre extérieur n'est pas quelque chose à sous-estimer. C'est vraiment entre 0 et 4-5 ans d'une importance vraiment cruciale pour l'enfant, pour se construire. C'est un ordre qui doit être, on a vu, dans l'espace, mais aussi dans le temps. Et c'est pour ça que les petits aiment spécialement les routines. Il y a un âge où l'enfant a besoin de cet ordre dans le temps pour se construire. Il a besoin de routine. C'est on fait ça, après ça et encore ça. Et ça sert à rien de lui parler de temps, de notre échelle de temps. C'est l'enchaînement qui est important pour lui. C'est si je commence par faire le bain, je sais que je vais faire le bain, le dîner, l'histoire et qu'on va éteindre la lumière. Voilà. Donc les rituels, et plus particulièrement les rituels du soir, sont à cet âge-là, jusqu'à 3-4 ans, enfin jusqu'à 4 ans plus exactement, sont très importants. Mais c'est aussi les congruences. Les congruences, ça veut dire que c'est aussi l'ordre de notre... c'est à ce moment-là que l'enfant ne supporte pas, et en tout cas qui c'est très difficile qu'il y ait une inadéquation entre ce que je dis et ce que je fais. Si je lui dis « je vais m'occuper de toi après avoir fait cette tâche-là et cette tâche-là », je dois tenir parole. Ça fait partie de l'ordre. C'est-à-dire que l'enfant se construit. Ici, il n'y a pas comme modèle « je dis ce que je fais et je fais ce que je dis ». Vous comprenez bien que on ne pourra pas exiger la même chose de lui. On est des modèles. On a vu l'esprit absorbant. Il absorbe le tout. Et donc il absorbe aussi cette capacité, cette règle qui est
je dis ce que je fais ce que je dis. Quelque chose qui est très importante aussi pour se construire dans cette idée d'ordre, c'est la cohérence. La cohérence. Si un jour je dis oui pour quelque chose, je dois dire oui toujours dans les mêmes circonstances. Si je dis non pour une chose, je dois dire non toujours dans les mêmes circonstances. Et ça, quand on est plusieurs à éduquer, c'est un vrai travail d'être en cohérence, tous ensemble. Nous sommes dans ma classe 3 adultes et il a fallu un certain temps pour qu'il y ait une vraie cohérence dans nos 3 réponses. Parce que nous avons tous des sensibilités différentes. Alors bien sûr, ça fait partie de l'humanité qu'on soit différent et qu'on n'est pas tout à fait. Mais cette coloration, il faut comprendre qu'elle est compliquée pour les enfants et qu'elle doit être juste une coloration et pas une différence. Ça va dans la façon de l'exprimer, mais si il y a un interdit, il faut que tout le monde respecte cet interdit. Si cet interdit, quand il est non respecté, il y a des conséquences, il faut que les conséquences elles soient les mêmes pour tous les adultes qui s'en occupent. Le raffinement du mouvement. Le raffinement du mouvement, c'est un âge, on le voit sur... non, c'est pas sur cette image, on le verra sur d'autres images. Le raffinement du mouvement, c'est vraiment le moment où l'enfant va apprendre à se servir de cette merveilleux outil que sont nos mains, qui est quand même le propre de l'homme, puisque nous sommes le seul être vivant à pouvoir faire la pince avec l'intégralité de nos doigts. Certains animaux ont cette pince-là, mais ils n'ont jamais l'intégralité des pinces. Cette possibilité rend nos mains des outils formidables et l'enfant, comme il a l'envie de devenir à l'identique des adultes qui l'entourent, il va vouloir avoir la même dextérité. Et donc il va falloir lui offrir du matériel qui va pouvoir raffiner ses mouvements. Un enfant a une motricité globale, d'abord qu'il va travailler, quand il va être avant ses 3 ans, donc, où il va pouvoir, il va devoir marcher, courir, sauter, monter, voilà, toute cette motricité. Et puis de plus en plus, elle va être de plus en plus fine, se nourrir, s'habiller tout seul, verser, transvaser, voilà, couper, coller, toutes ces activités. Et Marie Montessori en a mis plein en place et j'ai pas besoin de vous les nommer quand vous allez sur internet. Les ateliers Montessori, sont si nombreux que je sais que vous avez sûrement déjà vu plein d'ateliers. Donc ça, c'est une partie du raffinement du mouvement. L'idée, c'est que ces outils merveilleux qui sont les mains soient de plus en plus habiles, répondent de plus en plus à ce que l'enfant veut faire. Voilà, et quelquefois, il y a des colères parce que les enfants imaginent qu'ils vont pouvoir faire avec autant d'exactitude qu'un adulte quelque chose, et quand ils sont dans cette incapacité de faire pareil, il peut y avoir de la colère. Alors si le matériel permettant cette acquisition par étape lui a été proposé, nous dans notre classe on ne voit pas ces colères, puisque justement le matériel est fait pour que l'enfant ait le matériel pour chacune des étapes nécessaires à la dernière. Et un enfant n'est jamais jaloux de ce que fait un plus grand, parce qu'en fait, inconsciemment, il sait que c'est ça qu'il va devenir. Il sait que c'est en lui, ce potentiel, et que c'est juste la marche suivante. Nous allons maintenant parler du raffinement sensoriel. Donc le raffinement sensoriel, c'est le raffinement des 5 sens.
Et donc là aussi, il va avoir la nécessité de raffiner tous ses sens, donc que ça soit l'ouïe, et celle-là elle est très importante, et dans l'ouïe, ce qui est très important, c'est la capacité à écouter le silence. Parce que pour pouvoir distinguer les sons, il va falloir qu'il entende le silence. Il a déjà fait un grand travail de façon inconsciente dans les personnes sensibles très jeunes, puisqu'il a distingué, son premier travail, ça a été de distinguer les sons humains des sons non humains pour pouvoir apprendre à parler. Donc on va essayer de lui apporter l'environnement nécessaire pour développer son ouïe, donc l'emmener dans des endroits où il peut entendre juste le chant des oiseaux qui nous accompagnent ce soir, lui faire écouter un bourdonnement, lui faire écouter le silence le plus possible, lui faire écouter des différentes musiques. Voilà, donc il y a l'ouïe et il va y avoir tous les sens. On va faire pareil avec le goût, le toucher. Le toucher, ce sera un grand travail parce qu'il y a beaucoup de choses à faire sur le toucher. On a une vraie sensibilité sur, par exemple, lui offrir des tissus différents à toucher. C'est vraiment lui permettre de gagner en raffinement de ses sens. Lui faire goûter le maximum d'aliments différents, c'est aussi lui permettre de raffiner ses sens. Voilà, il faut penser diversité quand on pense raffinement sensoriel. Lui amener alors des choses, les couleurs aussi, mais par rapport aux couleurs, il faut les amener, contrairement aux jouets actuels, l'idée c'est que chaque chose ne devrait avoir qu'une seule couleur au début. Parce que si vous voulez que le rouge soit déterminé en tant que rouge, s'il est tout le temps associé à du vert, du bleu, si tous les objets sont avec plein de couleurs, comme il a besoin de mettre de l'ordre, c'est compliqué pour lui de mettre de l'ordre si il y a à la fois un critère de couleur et de forme associé. Je pense aux emboîtements. Il y a beaucoup de jeux, même en bois, qui sont très beaux, mais qui sont très beaux pour nous, parce que si par exemple le cylindre est rouge et le cube vert, et bien là il y a déjà une complexité. C'est-à-dire qu'en fait on fait appel à deux sens, puisqu'il y a le toucher pour la forme et visuel, parce qu'il peut et le toucher et le regarder, et un autre critère qui est la couleur. Donc dans le matériel Montessori par exemple, toutes les formes géométriques, tous les solides géométriques, le cube, le pavé, la sphère, etc., ont tous la même couleur. Parce que ce qui est important dans le raffinement sensoriel, c'est de se distinguer. Nous, ce qui nous intéresse dans ce matériel-là, c'est la forme et pas la couleur. On va avoir un matériel pour la couleur, mais ce sera un matériel pour la couleur. Et à ce moment-là, toutes les couleurs auront la même forme. Est-ce que vous comprenez ? Il faut séparer, et c'est la grande problématique des jeux qu'on trouve dans le commerce, c'est que tout est mélangé. Si on raffine un sens, on n'en raffine qu'un. Si on est sur la couleur, on travaille que sur la couleur. Donc il faut que les différentes couleurs soient sur le même format. Si on est sur les formes, il faut que les formes elles aient toutes la même couleur. Voilà pour le raffinement sensoriel. Je vais finir toutes les périodes sensibles et après je vous laisserai me poser des questions sur les périodes sensibles. Pour le langage, alors le langage, on a parlé un petit peu tout à l'heure, on a évoqué le son, la capacité de distinguer les sons humains des sons des autres sons. Donc ça c'est sa première période sensible liée au langage. Elle ira jusqu'à la capacité au langage parlé qui a son summum à 2 ans. Puis on aura le langage écrit. Et le langage écrit, Maria Montessori, c'est une de ses grandes découvertes et c'est une découverte qui fera que son œuvre sera connue de son vivant. À 4 ans, c'est l'explosion de l'écriture.
et pas de la lecture. À l'époque, même elle est persuadée qu'on ne peut apprendre un enfant à écrire et à lire qu'à partir de 7 ans. Mais sous la pression des parents, des enfants de la première école, qui sont des parents analphabètes, et vu les progrès que les enfants font dans cette école, ils vont demander à Maria Montessori d'apprendre aux enfants à écrire et à lire. Elle va pendant un moment refuser, parce que vraiment pour elle, comme tous les penseurs de l'époque, c'est trop tôt. Et puis elle va aller reprendre le matériel que Seguin a fabriqué pour les sourds et muets, et elle va l'introduire dans l'école, et elle va se rendre compte que la première chose que les enfants font, comme l'humanité, c'est d'écrire, et pas de lire. Parce que s'il n'y a pas d'écriture, on n'a rien à lire. Et donc la première chose qu'a fait l'humanité, c'est bien d'écrire, avant de lire. Donc cette période sensible, elle est vers 4 ans. C'est vers 4 ans que l'enfant va avoir envie d'apprendre le son des lettres. Et j'ai bien dit le son, et la graphie, d'associer le son et la graphie, et pas le nom des lettres, parce que le nom des lettres ne nous sert à rien pour composer un mot. Et c'est seulement 6 mois après avoir composé ses premiers mots que l'enfant aura envie qu'on lise ce qu'il vient d'écrire. Donc il y aura 6 mois entre le moment où il l'écrira et le moment où il sera prêt pour lire. Et c'est prégnant de vérité. Nous, les enfants de notre classe, ceux qui vont aller dans le primaire sont tous déjà lecteurs. Et alors, plus ou moins, il y en a qui ne sont que au déchiffrage, parce que les enfants apprennent à leur rythme dans une école Montessori. Et il y en a qui sont des grands lecteurs, qui sont capables de raconter, de lire une histoire au groupe, à un petit groupe. La période des petits objets. Alors ça, c'est une période qu'elle n'a pas... où il n'y a pas de matériel qui est en adéquation avec cette période sensible. Cette période sensible, c'est vraiment, et pour ceux qui sont déjà parents d'enfants qui ont 5-6 ans, c'est vraiment la période où les enfants vous ramènent des trucs tout petits, où ils voient la petite tache là, où vous voyez une fleur extraordinaire, vous regardez la fleur et lui, il regarde le tout petit insecte qui est sur cette fleur. Donc cet amour du tout petit, a priori, elle servirait à aimer l'exactitude. Et peut-être, comme le tout petit ramène à l'infiniment grand, il y a peut-être aussi un lien avec l'infiniment grand. Le développement social. Alors, cette période sensible, dans les pays anglo-saxons, elle n'existe pas. En France, quand vous faites la formation Montessori, on vous parle de cette période sensible, du développement social. L'idée, c'est que au début de sa construction, l'enfant va de plus en plus comprendre qu'il n'est autre chose que sa mère, puis autre chose que son environnement proche. Il va commencer à distinguer vraiment ce que sont les liens et les interactions sociales. Et il va finir par vraiment développer cette empathie, mais qui est déjà en lui. On va vraiment dans la classe, on le voit peut-être moins maintenant dans les familles, parce les grandes familles existent moins, mais vraiment il y a un petit même un enfant qui, fait tomber un matériel où il lui faudra beaucoup de temps pour ramasser. Si les enfants, connaissant déjà les routines de la classe, savent que à ce moment-là il a du temps, ils vont peut-être aller l'aider, mais pas forcément. Alors que si c'est le moment où on doit tous se retrouver pour chanter ou pour l'histoire, les enfants vont venir aider cet enfant. Parce que là, ils savent que cet enfant a besoin de lui.
Donc vraiment, le développement social, c'est quelque chose qui prend du sens quand l'enfant vit en communauté. Ils ont une aide et une empathie envers eux. Elle est plus forte d'ailleurs avec les enfants de 3-5 ans. Nous, les enfants de 6 ans dans notre classe, perdent un peu ça. C'est-à-dire qu'ils ont l'instinct grégaire qui arrive plus tard, qui est l'instinct du groupe, qui commence à venir, plutôt que l'empathie envers le plus jeune. Mais cette semaine, nous avons accueilli les nouveaux qui seront là l'année prochaine dans notre classe. Et c'était rigolo de voir que ce n'était pas forcément les plus grands de la classe qui avaient envie de s'en occuper, mais plutôt les moyens. Voilà. Pour le développement social. Pardon. La définition que donne Maria Montessori des périodes sensibles est celle-là. Quand il est dans une période sensible, c'est comme si une lumière émanant de lui éclairait seulement certaines choses sans éclairer les autres. Et dans les premières, seul réside son univers. C'est vraiment comme si l'enfant, voilà, il n'y a que ça qui l'intéresse. Là, il est dans la période sensible du langage, il va voir que ça. Si je lui propose des mathématiques, ça n'existe pas, c'est hors de son univers. Ça ne sert à rien. Mais par contre, cette période sensible, il faut la respecter parce que on a dit que c'était une période. Donc ça veut dire que c'est une fenêtre ouverte. Mais que cette fenêtre ouverte, elle va se refermer. Donc il est très très important de pouvoir proposer aux enfants l'environnement nécessaire au moment où il y a une personne sensible. Et comment savoir dans quelle période sensible il est? La seule chose à faire, et on l'a déjà vu, c'est de l'observer. Je vais remettre le slide sur les différentes périodes sensibles et je vais vous laisser 2-3 minutes si vous avez des questions à poser sur les différentes périodes sensibles. Bon, a priori, il n'y a pas de questions. S'il y en a, vous pouvez les mettre et je reviendrai à la fin. Ah, est-ce que les périodes sensibles peuvent se chevaucher? Oui, elles se chevauchent. La période sensible de l'ordre étant tellement grande, puisqu'elle va de 0 à, on va dire, 5 ans, la période du langage, parler et l'écriture va se chevaucher, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres périodes? Le raffinement du mouvement, le raffinement sensoriel, ils vont se chevaucher aussi. Et ils vont s'interpénétrer avec l'ordre et le raffinement sensoriel et le langage. Les petits objets vont aussi intervenir à un moment où il y aura encore le raffinement sensoriel et le raffinement du mouvement. Et le développement social arrive plutôt en fin des périodes sensibles, mais il est quand même, il va quand même se chevaucher par exemple avec le langage, puisque le langage oral, écrit et la lecture, puis la grammaire jusqu'à 7 ans. Donc vous voyez bien que le développement social est interpénétré par ces différentes périodes sensibles.
que je vous propose, c'est que je vais continuer, mais si vous avez d'autres questions, vous pouvez les mettre sur le chat et j'y répondrai enfin. Donc vous me demandiez si elles étaient concomitantes, donc voilà les caractéristiques. Vous voyez que vous avez pris la dernière de la liste, elles sont concomitantes, oui. Elles se chevauchent. Alors, c'est une sensibilité intérieure qui s'exprime vers l'extérieur, c'est-à-dire que c'est vraiment un programme à l'intérieur de l'enfant, dont le chef d'orchestre est le maître intérieur, et l'outil, l'esprit absorbant, qui va faire que l'enfant, on ne sait pas pourquoi, à cet âge-là, parce qu'il y a ce programme intérieur, des périodes sensibles, va s'intéresser. Alors je parle beaucoup du langage parce que c'est la période sensible la plus courte et du coup la plus remarquable. C'est-à-dire que à nos yeux, à nous, même si on n'est pas des très bons observateurs, on va se rendre compte qu'il est dans la période sensible du langage. Donc, en tout cas du langage écrit. Le langage oral, elle est très longue. On ne se rend pas compte de toutes les étapes qu'il lui faut pour arriver au langage oral. Mais en fait, la construction est très longue. La période sensible du langage oral est très longue. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de lui qui s'exprime à l'extérieur. Et par rapport au langage, je vais vous raconter une anecdote. Il y avait une petite fille un jour que je vois dans le couloir, elle avait des chaussures sur lesquelles il y avait une lettre, un petit peu en volume. Et je la vois prendre son doigt et faire le contour avec. Et là, j'ai su que c'était le moment pour elle qu'on lui présente les lettres rugueuses. Les lettres rugueuses, c'est le matériel qu'il y a, je crois, sur ce slide-là. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des lettres où, en fait, avec le toucher, on va donner... L'enfant va tracer la lettre et à la fin du tracé, on va lui offrir le son et lui, il va pouvoir le répéter. Donc, cette période sensible, voilà. Et là, j'avais repéré que cet enfant était dans cette période sensible du langage. Donc on a vu que c'était une sensibilité intérieure qui s'exprime vers l'extérieur. C'est un potentiel qui s'exprime et se spécialise. Louis, par exemple, on parlait de la période sensible naissance. Louis, quand un enfant naît, alors je ne sais plus exactement jusqu'à quel âge, est-ce que je l'ai marqué ? Non, je ne l'ai pas noté. L'ouïe de l'enfant est une oreille parfaite à sa naissance, jusqu'à, j'arrive plus à retrouver la période. Mais à partir du moment où il va utiliser, il y a un moment où il va perdre cette oreille parfaite. Parce qu'en enfant, il est capable de pouvoir parler n'importe quelle langue. D'accord ? Son potentiel en lui, elle est capable d'émettre tous les sons de toutes les langues. Mais comme il n'aura entendu qu'un certain nombre de sons qui sont liés à son environnement, à sa culture, il va perdre la capacité d'entendre tous les sons. Il va aussi perdre la capacité d'émettre tous les sons. C'est pour ça que il y a des sons qui sont très difficiles quand ce n'est pas notre langue natale, voire impossible à émettre une fois adulte. Il faudrait avoir appris cette langue-là beaucoup plus tôt, avant que notre potentiel se spécialise. Elles sont universelles, c'est-à-dire que les périodes sensibles, quel que soit le coin du monde, l'enfant a ces mêmes périodes sensibles, et c'est une des raisons, et intemporelles, c'est une des raisons pour laquelle les écoles de Montessori se développent dans le monde entier,
Et intemporel, c'est aussi qui est 50 ans ou aujourd'hui, les enfants traversent ces mêmes périodes sensibles. Elles ont une durée limitée, donc ça on l'a vu, hein, c'est-à-dire que l'ordre, vous le savez bien, hein, quand ils sont au primaire, c'est fini. C'est plus quelque chose qui est une nécessité pour eux. Et quand vous rentrez dans leur chambre, vous savez bien que ce n'est plus une nécessité pour eux. Mais elle a été une nécessité. Le langage, c'est pareil, c'est-à-dire que si on loupe le moment où l'enfant est prêt, la période sensible du langage écrit, c'est pas qu'il va jamais écrire. Mes enfants, à moi, je n'étais pas encore au fait de toutes ces découvertes de Maria Montessori et ils n'ont pas appris à 4 ans à écrire. Et pourtant, ils écrivent et ils lisent. C'est simplement que quand on est dans la bonne période sensible, l'enfant apprend sans aucun effort. Sans aucun effort. Comme il a appris sa langue maternelle. Un enfant qui apprend sa langue maternelle ne fait aucun effort. En tout cas, il fait des efforts qui consciemment ne lui coûtent pas. On ne sait pas s'il ne fait pas des efforts inconscients. Mais en tout cas, consciemment, il ne fait pas d'efforts. Et donc, si on loupe cette période-là, c'est pas pour ça qu'il ne va pas acquérir les compétences que lui permettent d'acquérir cette période sensible. Il va simplement perdre la période pour laquelle il a été programmé qu'il apprenne cette période, qu'il apprenne cette acquisition. Et donc, il le fera dans un effort plus important encore. C'est le cas par exemple, je viens de parler de la langue, mais vous imaginez bien que un enfant à qui on a parlé depuis son enfance 2 langues différentes, il n'aura aucun effort à faire pour parler ces 2 langues. Alors que si nous, adultes, on nous demande d'apprendre une nouvelle langue, c'est bien plus coûteux. Elles sont irréversibles. Bah oui, quand on a acquis quelque chose pendant ces périodes sensibles, c'est irréversible. Et c'est aussi irréversible le fait qu'elles soient passées. Et elles sont concomitantes, on en a parlé tout au début. Donc ça, c'est les caractéristiques. Mais ce qui nous intéresse beaucoup, c'est nous, en tant qu'adultes en charge d'enfants, c'est les signes extérieurs. Comment je vais savoir que mon enfant est dans une période sensible? Alors déjà, il y a le savoir théorique qu'on vient de voir, hein. C'est-à-dire qu'il faut la période sensible de l'ordre. Si on ne la connaît pas, si on n'a pas cette connaissance théorique, je pense qu'il y a des chances qu'on passe à travers. Mais maintenant qu'on la connaît, il va falloir observer. Et on a quelques signes extérieurs qui peuvent nous aider. C'est les intérêts spontanés et irrésistibles. Un enfant qui a besoin de raffiner son mouvement, entre autres par exemple pour les objets autour de l'eau, ça va être très compliqué pour nous qu'il arrête d'être dans le bain à transvaser par exemple. Donc là, vous savez qu'il est dans une période sensible du raffinement du mouvement, et plus particulièrement du mouvement lié à l'eau. Et vous verrez aussi que quand il est dans quand ces périodes sensibles sont nourries, que son environnement lui a donné matière pour nourrir cette période sensible, il va être dans une concentration et une répétition. Ça, c'est un révélateur que, à ce moment-là, il est vraiment en train de se nourrir de la meilleure façon qu'il soit. Que l'environnement que vous lui avez préparé répond à ses besoins les plus profonds. L'effort maximum. Il est capable à ce moment-là
quand il a trouvé de quoi nourrir son besoin, de faire des très grandes tâches et jusqu'au bout. Je vais vous donner un exemple qui est arrivé il n'y a pas très longtemps dans ma classe. Il y a 2 grands enfants qui ont beaucoup avancé dans les apprentissages, qui sont vraiment au même niveau tous les deux. Ils ont avancé depuis longtemps ensemble. Et il y a un matériel de mathématiques où un millier, c'est un petit carré vert. Les centaines, c'est un petit carré rouge. Les dizaines, un petit carré bleu. Et les unités, un autre petit carré vert. Sur chacun de ces petits carrés, il y a écrit, il y a le symbole de 1000, 100, 10 et 1. Avec ce matériel, ils ont appris à faire l'addition et ils ont aussi appris à faire les multiplications. Ces enfants ont décidé de faire une multiplication de 9352, je ne sais plus exactement le chiffre, multiplié par 13. Ça veut dire que il va falloir qu'ils sortent 9000 petites timbres, parce que ça s'appelle des timbres, c'est des petits carrés en bois, fois 13 fois. La même chose pour les centaines. Il va falloir qu'ils sortent 500 centaines, 13 fois. Ce travail leur a demandé une journée de travail entière. Coupée en plus, parce qu'ils avaient commencé dans l'après-midi, coupée par un retour à la maison, une nuit, et le lendemain ils se sont remis sur le travail, ils ont fini l'opération. Le matériel était en plus insuffisant, donc il a fallu qu'ils créent le matériel nécessaire avec du papier pour pouvoir faire cette opération. Donc c'est ça la grande tâche et jusqu'au bout. Nous, ça nous paraîtrait impossible qu'ils y arrivent. Mais si ça correspond à une personne sensible, ils vont le faire. Il y a un autre matériel qui est connu dans les écoles Montessori, c'est la chaîne de 1000. Vous imaginez un enfant de 5 ans qui va passer au minimum sa matinée, voire sa journée, à compter des perles dorées. Il va commencer à 1 et il va finir par 1000. Et il les aura comptées une par une, les 1000 perles de la chaîne de 1000, en posant en plus des petits tickets sur chacune des dizaines. Donc, vraiment, il faut que dans notre imaginaire, on arrête de penser que c'est difficile pour eux. Si la tâche qu'ils ont commencée correspond à une période sensible, à un besoin propre, que c'est leur propre choix, ils vous étonneront par la grandeur des tâches et leur persévérance à aller jusqu'au bout. Et quand ils ont fini ce travail, quel qu'il soit, ça les amène dans une satisfaction et une joie. Et cette joie est tellement puissante et tellement profonde que Maria Montessori s'est rendu compte que cette joie les amène justement au lien social. Elle leur permet de s'ouvrir réellement aux autres. Alors maintenant, je vais avoir besoin de vous pour répondre à cette question. Quel changement de posture de l'adulte implique cette connaissance ? Qu'est-ce que c'est ? Quel changement de posture de l'adulte implique cette connaissance ? Maintenant que vous connaissez l'existence des périodes sensibles, qu'est-ce que vous allez changer, vous, adultes, dans vos postures, pour pouvoir répondre à ces périodes sensibles ?
L'observation, oui, bien sûr, hein. On a vu par les exemples que si on veut savoir dans quelle période sensible il est et connaître ses besoins, c'est l'observation. Oui, c'est un grand outil. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pouvez imaginer? Il faut apprendre à déceler les périodes sensibles chez un enfant. Oui, il faut apprendre à les déceler. Pour apprendre à les déceler, il faut les avoir intégrés. C'est-à-dire que ce cours-là, enfin ce live, il va falloir peut-être apprendre à le digérer parce qu'il était dense et qu'il y a beaucoup de périodes sensibles et elles se chevauchent, comme on a vu, et donc il faut bien les comprendre et vraiment observer pour pouvoir déceler dans quelle période sensible est l'enfant. Une fois qu'on a décelé, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Donc on a vu, vous avez dit, observer l'enfant, on est d'accord, lui offrir la liberté de choisir, parce que si vous observez un enfant mais qu'il n'a rien, si son... Pardon. Lui offrir la liberté de choisir, parce que pour observer son choix, il faut qu'il soit libre de choisir. S'il n'y a rien qui lui permette de vous indiquer qu'il est dans la période sensible des lettres rugueuses, par exemple, ça va être difficile de pouvoir observer qu'il est dans cette période sensible. Donc, quand vous avez une connaissance à peu près de l'âge, donc j'ai dit pour les lettres rugueuses c'est 4 ans, l'idée c'est de l'avoir un petit peu avant et de le laisser à disposition parce qu'ils n'auront pas forcément les chaussures sur lesquelles il y aura des lettres en volume. Il n'y aura pas forcément un grand frère ou une grande sœur qui lui auront, qui auront des écrits à leur portée. Donc il faut vraiment l'observer et offrir le matériel nécessaire. Alors c'est sûr que la personne sensible de l'écriture, c'est un enfant aussi qui s'intéresse et qui commence à toucher les lettres sur les livres, ça peut être simplement ça. Lui permettre de faire seul et d'apprendre seul. Oui, puisque c'est son guide, il va falloir qu'il fasse seul. C'est-à-dire que nous sommes juste là pour lui montrer, une fois, 2 fois peut-être. Mais s'il ne le fait pas par lui-même, la période sensible n'aura servi à rien, puisque c'est en faisant qu'on apprend. Respecter ce qu'il est vraiment. Oui, parce que la profondeur des périodes sensibles, plus particulièrement de l'ordre, est tellement imprégnante qu'il faut vraiment comprendre qu'il se construit lui-même. Et que pour se construire, nous avons à lui offrir, pour se mettre au service de ce potentiel qui est en lui, le matériel. Et nous sommes le premier matériel de l'enfant. Nous devons lui offrir le meilleur de nous-mêmes et le meilleur de ce que nous pouvons lui offrir matériellement aussi. Le meilleur n'étant pas la dernière chose à la mode en éducation, on est bien d'accord, c'est pas le dernier jouet.
Alors, mettre en place un environnement, activité adaptée selon les périodes sensibles. Exemple, les rituels pour l'ordre et être ordonné. Oui, merci. Oui, vraiment, oui, on a vu que les rituels, ça fait partie de l'ordre et que celui-là, il va durer longtemps. Et être ordonné, oui, ça demande, pour certains, dont j'ai fait partie, beaucoup de travail sur soi, d'avoir un lieu où il y a des enfants ordonnés. Mais c'est vraiment, l'effort est tellement... quand vous avez compris à quel point ça va construire sa propre construction intérieure, il est facile pour nous de faire cet effort. En tout cas, il a été facile pour moi de faire cet effort, même si changer une habitude prend toujours du temps. Donc si vous n'êtes pas encore parent, je pense qu'il est temps de se préparer en amont à être plus ordonné. En tout cas, c'est le conseil que je donnerais moi, si j'avais des futurs parents en face de moi. Pas l'enfant roi, mais l'enfant accompagné. Oui, c'est pas parce qu'il a des périodes sensibles et que c'est lui qui a un maître intérieur qu'il doit tout faire. C'est la possibilité de choisir, c'est pas la possibilité de ne pas respecter les règles que vous avez mises en place dans la maison. Ce n'est pas la possibilité de ne pas respecter le matériel que vous avez mis, le matériel ou les objets que vous lui proposez. Ce n'est pas l'enfant roi, c'est l'enfant accompagné. C'est-à-dire que oui, on va vérifier, on va l'observer pour connaître où il en est. Et oui, on va apporter notre aide et matérielle et de présence pour accompagner cette période sensible. Mais on ne va pas faire de lui un enfant roi qui décidera de tout. Ça serait contre sa propre construction. Un enfant a besoin de l'ordre, mais aussi de cadre. Le cadre fait partie de l'ordre. Des règles simples, mais je le disais toujours les mêmes règles et toujours les mêmes conséquences. Et c'est aussi pour ça que la routine rassure. Être humble, je ne sais pas, et être patient. Patient. Oui, il y a un philosophe qui disait que les enfants n'avaient pas besoin de temps, mais de notre patience. Quand il va être dans une ou deux, peu importe la période sensible où il est, par exemple, je repense à l'eau, les transvasés d'eau, c'est de notre patience qu'il va avoir besoin. Parce qu'il faut que nous, on comprenne, c'est aussi en parallèle avec le respect, que là, ce qui est important pour lui, c'est pas de mettre son pyjama. Ce qui est important pour lui, ou d'aller dîner, c'est de transvaser. Sa construction passe par le besoin de transvaser. Et moi, j'ai eu dans ma classe des enfants à qui cette période d'appréhender l'eau et tout ce qu'on peut faire avec l'eau dans les transvasés, c'est quand même assez miraculeux. Reversez-vous un verre d'eau et regardez les bulles que ça génère et le bruit que ça génère quand on verse, quand le verre est plus ou moins plein, etc. Il y a plein de choses à découvrir pour un enfant avec l'eau et des récipients. Donc oui, quand il est dans ses bains et que vous voyez qu'il a une concentration profonde à verser et transverser, oui, il vous faudra de la patience, et même s'il y a un rituel, le rituel, c'est pas une heure donnée, le bain et le dîner. C'est que le dîner vienne après le bain, si c'est le cas, ou peu importe dans quel sens vous le faites, mais que ce soit toujours dans le même sens. Et donc on peut prendre plus de temps ce jour-là pour lui laisser faire cette aventure de l'eau. Et donc c'est vraiment de notre patience dont il a besoin. Et le je ne sais pas nous explique que c'est vraiment dis-moi où tu en es dans tes périodes sensibles.
Moi, je ne suis pas à l'intérieur de toi, je ne peux pas savoir. Comme je ne peux pas savoir si tu as froid, si tu as chaud, si tu as faim, si tu as plus faim. Je ne suis pas dans ton corps. Je n'habite pas ton corps. Et donc, il y a des choses que je ne sais pas. Ce live arrive bientôt à sa fin. Je vous remercie parce qu'il a été long. Je voulais juste qu'on conclue sur toute la session, puisqu'on a vu le maître intérieur, les périodes sensibles aujourd'hui et la fois d'avant, l'esprit absorbant. Donc je voudrais essayer si... qu'est-ce que vous retiendriez de ces 3 lives, si vous avez pu les visionner, ou en live ou non en live, peu importe. Qu'est-ce que vous retiendrez, puis de ce qu'on en a dit aujourd'hui, parce qu'on a essayé de reprendre un petit peu, qu'est-ce que vous diriez de... Qu'est-ce que vous aimeriez garder comme petit bagage pour vous, pour ces connaissances? Alors pendant que vous réfléchissez, je vais juste relire cette très belle phrase. Libérez le potentiel de l'enfant et vous transformerez le monde avec lui. C'est vraiment toute la philosophie de l'association Sans toi et moi. C'est vraiment cette idée que si on veut transformer le monde, le meilleur outil, c'est l'éducation. Et éduquer, c'est faire sortir d'eux. C'est pas remplir, c'est faire sortir d'eux. Donc c'est vraiment libérer le potentiel de l'enfant. Et c'est vraiment l'aider à faire sortir son potentiel de lui-même. Donc je vais reprendre ce que vous aviez dit tout à l'heure, observer, on va dire que c'est le mot-clé de toute la pédagogie de Montessori, hein. Observer vos enfants. Alors, il ne faut pas... c'est observer dans une belle curiosité, hein. C'est vraiment pour se mettre au service de ce potentiel qu'ils ont en eux, de leurs besoins les plus profonds. Le deuxième point, c'est vraiment avoir confiance dans le potentiel de l'enfant. L'enfant peut beaucoup plus qu'on le pense. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, ce que peut l'enfant. Devenir le meilleur de nous-mêmes. Ben oui, on a vu, hein, l'esprit absorbant est tellement puissant. Nous sommes le premier référentiel de l'enfant. Il va vraiment absorber tout ce que nous sommes. Et ce travail pour devenir le meilleur de nous-mêmes, le plus grand travail en tout cas, je pense, c'est de quitter la posture de sachant. C'est moi qui sais si t'as froid, c'est moi qui sais si t'as chaud, c'est moi qui sais si ces chaussures-là sont mieux pour toi. C'est moi qui sais qu'il faut que là tu fasses telle chose ou telle autre chose. Je sais mieux que toi que c'est maintenant qu'il faut que tu sortes du bain. Voilà, c'est vraiment la posture de sachant. J'observe mon enfant, je m'adapte et je suis patient. Voilà, donc plus de patience, apprendre à se mettre au service de l'âme de l'enfant. Et vraiment, c'est la lame. Et c'est pour ça que
C'est très triste quand les adultes qui parlent de Montessori l'associent à une liberté totale. C'est dévoyer la liberté. La liberté, il faut être capable d'en jouir. Les enfants qui, dans notre classe, arrivent et qui sont incapables de choisir un matériel, on ne les laisse pas en liberté, car autrement, on les laisse dans le chaos. On va les amener à retrouver le chemin de la liberté. On va les aider à retrouver leur maître intérieur. On va commencer par ne pas leur donner le choix, puis le choix entre 2, puis le choix entre 3. On va leur apprendre à reprendre le chemin, à reprendre les rênes d'eux-mêmes. Mais si l'enfant est capable de choisir de lui-même, il choisira de lui-même. Ce n'est vraiment pas l'enfant roi. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je vais arrêter l'enregistrement.